Bonsoir à tous et bienvenue aux tables rondes de Risk Intel Media. Ce soir, nous sommes en partenariat avec CrowdSec et nous allons parler d'une thématique, celle de l'open source et de la cybersécurité. Nous avons avec nous 4 experts. Je m'appelle Yasmine Douedi, fondatrice de Risk Intel Media et j'aurai le plaisir d'animer ces échanges. Nous allons commencer par les présentations des speakers qui sont avec nous et je vais commencer par Eric Vedel. Quelques mots sur vous ? Merci Yasmine. Bonsoir. Donc Eric Vedel. Moi j'ai le privilège et l'honneur de diriger chez Cisco la direction du conseil cybersécurité. Pierre Delesque. Bonjour, Pierre Delesque. Moi je suis directeur technique du groupe Prophétie, qui est une société qui est très active dans le milieu de la cyber, qui fait du conseil et la création de produits dans le domaine de la cyber. Gabriel Debrosse qui nous a rejoint ce soir. Alors moi je suis un expert de la sécurité numérique depuis quelques années. Et Jérôme Closade. Enchanté, je suis Product Marketing Manager pour CrowdSec. Eh bien, merci de nous avoir rejoints ce soir. Comme je l'expliquais, nous allons parler de l'open source et de la cybersécurité, un alliage nécessaire. Mais avant de commencer ces échanges, peut-être de commencer par contextualiser le sujet et notamment de comprendre qu'est-ce que réellement l'open source et quels sont aujourd'hui les acteurs de cet écosystème. Pierre Delesque. L'open source, c'est avant tout des systèmes communautaires pour créer du code qui va être utilisé comme stack sur différents systèmes. Il y a plusieurs fondations qui permettent de gérer un petit peu tout ça. Une des plus anciennes, la FSF, la Free Software Foundation, mais des fondations Apache ou autres, qui se chargent un petit peu d'organiser ces communautés. Et l'objectif de l'open source, c'est de créer un bien commun qui est du code qui peut être réutilisé par des individuels, des entreprises, des outils. Les outils les plus connus qu'on va voir là-dedans, ça va être des navigateurs que peut-être certains d'entre eux utilisent comme Firefox, des outils comme Linux qui sont assez connus, et j'en passe et des meilleurs, ou des librairies qu'on trouve un petit peu partout dans tous nos systèmes et dans tous les devices qu'on peut avoir avec nous. Mais alors, que pèse l'open source au niveau mondial dans le numérique par rapport aux logiciels propriétaires ? C'est une alchimie qui est un petit peu compliquée, parce que dans tous les logiciels propriétaires, un petit peu, tous, ce serait peut-être une gageure de dire ça, mais dans beaucoup de logiciels, dans les stacks qu'on va trouver, on va trouver des morceaux d'open source et c'est des assemblages, des maillages qu'on va trouver. Typiquement, ce que je disais juste avant, c'est des librairies comme la librairie OpenSSL, utilisée dans beaucoup de systèmes open source. On va le retrouver dans des systèmes comme Linux, Microsoft, Windows ou autres, dans nos téléphones, iPhone, Android, etc. Donc, beaucoup de choses sont basées sur open source. C'est une alchimie de tous les systèmes. On trouve encore évidemment des systèmes qui sont propriétaires, mais c'est un alliage, c'est un assemblage. Je crois que sur les serveurs Apache notamment, on est sur une proportion d'open source extrêmement importante, puisque quasiment 80% des serveurs tournent en open source. Et on a moins de solutions propriétaires que d'open source. Ça dépend un petit peu des domaines. Donc la réponse à votre question, ça pourrait être ça dépend, mais il y a des domaines où l'open source est extrêmement présent. Très bien. Est-ce que vous pouvez revenir sur les failles Heartbleed et Log4j ? Est-ce que finalement ces failles-là, au-delà donc, de ce qui s'est passé, n'ont pas fait perdre confiance en l'open source ? Eric Vedel ? Alors déjà peut-être pour l'audience, rappeler un petit peu de quoi on parle en termes de Log4j et de Heartbleed. Donc je pense que tout le monde en décembre 2021 était à la chasse à cette librairie de la communauté Apache qui s'appelle Log4j, qui est utilisée dans beaucoup de serveurs pour faire de la journalisation d'événements en fait. Et malheureusement, une faille a été découverte dans cette librairie-là qui permettait de prendre le contrôle à distance des serveurs qui hébergeaient cette librairie-là. Donc beaucoup de gens l'utilisaient et ça a occupé beaucoup des organisations vers le 21 décembre 2021. L'autre Heartbleed, en fait, était plus une vulnérabilité qui concernait un code open source qui était utilisé dans la stack OpenSSL. C'est en 2014, si je ne m'abuse, et en fait qui permettait d'aller lire en mémoire la clé privée, en fait, lors d'une communication sécurisée entre un client et un serveur. Donc super critique, extrêmement importante. Donc voilà, donc je pense que ça a changé, je dirais une chose, ça a changé la donne dans le sens où les entreprises se sont mis en ordre de marche vraiment pour aller construire l'inventaire de toutes ces librairies, de tous des composants logiciels qui constituent leur application métier. Donc sous-jacent à cela, on parle
de SBOM en fait. Donc c'est un gros sujet au jour d'aujourd'hui qui s'appelle donc Software Bill of Material. Et donc vraiment l'idée c'est de dire voilà, je vais construire l'inventaire des constituants, des composants, des modules, de mes librairies, de mes dépendances qui constituent mon application. Voilà. Et je vais surtout le maintenir dans le temps parce qu'en fait, un module open source, il va pouvoir évoluer dans le temps, il va pouvoir être mis à jour dans cette application. Donc comment je maintiens tout ça? Donc à ce titre-là, il y a aux États-Unis, il y a l'organisation, Joe Biden, en fait, le président Biden, qui a émis un executive order en 2021 également, en disant pour avoir une cybersécurité la plus optimale possible, je demande aux organisations de construire ces software bill of material. Donc je pense que les failles ont permis vraiment de faire avancer en fait l'industrie pour se protéger au mieux de ces éventuelles failles. Gabriel. Alors sur le cas précis de Log4j, effectivement, c'est arrivé dans une période qui était totalement défavorable puisqu'on était prêt à partir en vacances. C'est un premier élément. Et que la deuxième question que nous a posée très, très concrètement Log4j, c'était où est-ce qu'il y en avait. Et effectivement, comme c'est une librairie qui était utilisée dans énormément d'applications, la première étape, c'était de se dire quelle est ma surface d'exposition et comment est-ce que je vais me protéger. Donc la mesure de protection, c'était traiter ce qui était exposé, accessible depuis Internet, parce que heureusement, quand on était dans ces systèmes d'information, on était moins exposé, mais on s'est aperçu qu'on en avait partout. Partout. Et qu'on est effectivement dans une imbrication que Pierre décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire on va en retrouver dans des solutions propriétaires parce que c'est des boucles de code, parce que c'est injecté partout, et qu'effectivement, il a fallu faire tourner des scripts, les retrouver, vérifier l'exposition au risque et ensuite corriger. Mais je dirais que c'est propre à peu près à tous les systèmes d'information. Il faut qu'on sache comment ils fonctionnent, il faut qu'on sache comment ils se comportent. Et c'est une vulnérabilité qui était extrêmement généralisée parce que c'était une librairie ultra répandue. Mais pour autant, ça se traite comme toutes les vulnérabilités. Et à la suite de ces failles-là, est-ce qu'on a eu une perte de confiance vis-à-vis de l'open source? Est-ce que ça a impacté la vision qu'on pouvait en avoir? Non, pour moi, non. Pour moi, ça n'a pas impacté, ça a juste mis en lumière quelque chose. C'est que, comme le disait Gabriel et comme le disait Eric, on s'est aperçu que on construisait des stacks complètes sur des morceaux de code qui étaient potentiellement maintenus par 10, 15, 20 personnes et qu'on avait énormément de logiciels qui étaient basés là-dessus. Et que du coup, il fallait trouver aussi des solutions pour rationaliser ça. C'était pas dire d'internaliser, parce que l'open source a beaucoup de vertus sur ces sujets et permet d'avoir de la confiance là-dessus, mais ça posait toute la question du financement de l'open source, du financement des développements, et de dire comment on fait pour maintenir ces logiciels où tout le monde vient chercher cette information, ces briques, ces informations pour gérer tout ça. Donc ça n'a pas forcément ébranler la confiance. D'ailleurs, Log4j continue d'être utilisé une fois patché. OpenSSL continue d'être un logiciel qui est utilisé quotidiennement par tout ce qu'on a sur nous, de la montre connectée au téléphone, à l'ordinateur, etc. Donc ça n'a pas forcément ébranlé cette confiance dans l'open source. Ça a juste mis en lumière le fait que, ce que disait Eric sur le SBOM, il faut savoir parfaitement ce qu'on a, c'est clair. Et surtout, il faut aussi trouver comment contribuer à cette open source pour lui permettre de vivre. Et si je peux me permettre, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et je pense que qui dit open source dit ouverture. Donc c'était aussi un effort extrêmement important de la communauté à aller chercher en fait comment corriger ces failles-là. Donc en fait, une des vertus de l'open source, c'est que ça soit ouvert. Donc qui dit ouverture dit je peux auditer chacune des lignes de code disponibles pour ce composant-là. Donc je ne pense pas que ça ralentit, bien au contraire en fait l'adoption de l'open source. Alors, on a pas... Ce que ça a surtout mis en valeur, c'est que les entreprises sont assez peu conscientes des technologies qu'elles emploient, enfin des technologies sous-jacentes qu'elles emploient. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait quel logiciel on achète, on ne sait pas de quoi il est composé, clairement. Et il y a encore aujourd'hui des gens qui tournent avec du Log4j qui n'est pas patché, qui ne le savent toujours pas. Ouais. Donc ça renforce d'autant plus la nécessité d'avoir cette liste d'ingrédients
Et cette visibilité dont parlait Gabriel. Exactement. Après, l'enjeu, c'est la maintenir. La problématique de la gestion du risque renvoie à une de mes marottes, qui est la première chose qu'on doit savoir, c'est savoir. Comment faire pour savoir? Comment faire pour comprendre? C'est ce que les anglo-saxons appellent situational awareness. On est obligé de se dire, il y a 10 ans, on regardait moins de choses, et de plus en plus, on est obligé d'aller de plus en plus loin dans la compréhension des systèmes, leur composition et l'ensemble des éléments dont on se sert. Et effectivement, toutes les solutions qui vont nous permettre de comprendre ce qu'on a dans le moteur sont excessivement importantes. Et sur Log4j, pour revenir sur le sujet, effectivement, une fois qu'on l'a trouvé, il a fallu le corriger. Et ça n'a pas été plus simple non plus. Donc effectivement, on n'est quand même pas sur une problématique de confiance. On est dans une dépendance qui fait qu'on va continuer à utiliser ces composants, mais que la conclusion qu'il faut qu'on en tire, c'est comment est-ce que je m'adapte à la compréhension d'un système qui peut finalement me planter alors que j'avais toute confiance en lui. Est-ce que je me permets de poser la question, est-ce que les modèles d'évaluation des risques ont évolué en fonction de l'open source en fait? Toutes les technologies FAIR, par exemple, les méthodologies FAIR, IBIOS-RM ou celle du NIST, par exemple, est-ce qu'elles ont dû s'adapter en fait pour prendre en compte cette problématique open source? Alors, les méthodes d'évaluation du risque, pas nécessairement, mais en fait, c'est vraiment l'outillage qui doit évoluer, puisque la question fondamentale, c'est comment est-ce que je cartographie, comment est-ce que j'identifie le fonctionnement de mes systèmes, les différents composants, et on va aller beaucoup plus finement dans le détail de ce qu'on voyait auparavant. Donc la solution, ça va être du software et des modèles qui reposent sur des bases de données pour comprendre exactement de quoi est composé mon système d'information. Parce que si on doit en faire les inventaires comme on essayait de les faire quand on faisait de la cartographie manuelle, on n'est pas sorti. Et donc... Oui, sachant que l'IT évolue tellement vite que fabriquer une carte, c'est dangereux, parce qu'à la fin de la fabrication, la carte n'est déjà plus à jour. Mais il y a aussi un autre sujet, c'est pour revenir sur ce que tu disais Eric et ce que tu disais Jérôme sur la partie SBOM, c'est pour reprendre une autre faille qui est beaucoup plus récente, qui est la faille 3CX, qui est un sujet là-dessus, c'est qu'on se retrouve avec aussi des entreprises qui parfois tentent de jeter le discrédit sur l'open source en expliquant que la faille qui est dans leur logiciel viendrait potentiellement d'une faille de l'open source. Effectivement, c'était une faille qui existait dans la librairie, mais dans une librairie qui était d'une ancienne version. Et on revient toujours sur le sujet de la chose, c'est est-ce que je gère bien ma librairie qui est à jour? Est-ce que je gère bien mes mises à jour de mes briques sous-jacentes dans mon logiciel? Donc on revient toujours à la problématique de la cartographie, de l'arroseur arrosé. Si je garde une vieille version, j'expose mes utilisateurs de mon logiciel propriétaire à des risques potentiels et c'est relativement compliqué. En l'occurrence, c'était une DLL qui avait été prise sur un site non fiable qui avait évité une compilation hasardeuse. Ils ont voulu gagner du temps comme ça et c'était un peu raté. Mais c'est vrai que l'open source n'a pas de tête, il n'a pas de raison juridique, c'est compliqué de se défendre quand on est un contributeur open source et qu'on se fait agresser par les entreprises qui vont nécessairement chercher un coupable pour déléguer leurs responsabilités en cas de problème. C'est plus une responsabilité, une sorte de responsabilité morale dans ce cas-là. Ce que je veux dire, c'est que de toute façon, la responsabilité de l'entreprise, elle est connue d'elle-même et elle est maîtrisée sur son périmètre. C'est-à-dire qu'on doit un système opérationnel qui fonctionne et on doit s'assurer de sa santé. On est payé pour ça. Et donc pour ramener un petit peu le focus sur le sujet aussi de la cybersécurité, puisque c'est une table ronde sur l'open source et la cybersécurité, en quoi l'open source peut-il être un atout pour la cybersécurité? Eric Vedel? Je dirais déjà l'ouverture dont j'ai parlé précédemment. Donc, qui dit open source dit ouverture, dit je peux avoir une vue sur les lignes de code qui constituent mon composant open source. Je pense à l'agilité, la capacité à vraiment à développer vite. Et aujourd'hui, on vit dans un monde qui va extrêmement vite, hyper connecté. Et donc, ça a un apport énorme pour les équipes de cybersécurité, bien évidemment. Donc, flexibilité,
Coût, bien évidemment aussi. Le coût est non négligeable et il est important de le prendre en considération. Voilà, je pense que c'est les 3 thèmes qui sont importants. Donc, ouverture du code, coût et agilité. C'est un moyen de commencer à coder, c'est un moyen de s'appuyer sur de l'existant. Et je pense que si on se félicite du dynamisme de l'écosystème des startups cyber, au départ était de l'open source et puis ensuite on part de là et on développe quelque chose, on crée des outils à partir de là. Dans les entreprises en interne, utiliser des solutions open source, c'est la possibilité de les mettre à la mesure des problèmes qu'on veut traiter. C'est la capacité de personnaliser les usages et une partie d'open source, c'est extrêmement intéressant aussi pour équilibrer ses coûts. C'est-à-dire que si j'ai des solutions du marché qui sont extrêmement coûteuses et que j'ai une solution open source en complément, je vais pouvoir chaîner des éléments différents pour atteindre à un prix acceptable l'effet que je recherche et que je ne peux pas me payer avec une solution propriétaire. Je mettrais, je ne sais pas, certains d'entre vous connaissent un moteur d'inspection qui s'appelle le Snort, qui est un moteur d'inspection open source développé par Marty Rush. Aujourd'hui, ce moteur d'inspection, en fait, il y a une contribution de la communauté open source de manière absolument fabuleuse, en fait, et pour enrichir nos capacités de se protéger, à détecter la menace dans les réseaux. Donc c'est aussi un avantage. Alors, tout à l'heure, justement, Eric, vous parliez du Software Bill of Material, donc une initiative américaine qui a été mise en place le 21 mai 2021. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un peu plus de quoi il s'agit, dans quel contexte ça a été mis en place ? En fait, c'est pas tant l'executive order de la présidence Biden qui a fait ça. Ça existait depuis un petit moment, mais ça a mis vraiment un coup d'arrêt en disant voilà, les entreprises doivent se tenir prêtes à fournir pour les organisations publiques notamment, leur software bill of material. Nous, en tant qu'éditeurs, on se doit de montrer patte blanche, de vraiment comment sont constituées nos solutions. Donc, c'est aussi, comme on dit en anglais, un wake-up call pour la communauté. Dire, voilà, mettez en place ces procédures, ces méthodologies qui vont nous permettre d'avoir une vue précise, exhaustive de comment est constituée une application métier dans une entreprise. Donc, la question, une fois qu'on a dit ça, c'est bien. La deuxième question, c'est comment on fait, quoi. Et là, on n'a pas de... Il n'y a pas de standard, en fait, aujourd'hui. Il n'y a pas de standard qui dit comment on va le faire. Donc, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs outillages disponibles, et chacun le fait un petit peu de son côté. Donc, je pense que en prenant un petit peu d'auteur, je pense que les organisations ou les régulateurs vont être de plus en plus vigilants par rapport à ça et développer un outillage nécessaire. Je pense que la question de comprendre ce qu'il y a dans le code source n'est pas un sujet simple. On peut avoir des exemples sur la question. Oui, en fait, il faut investir. Dès lors qu'on veut. On parlait de produits tout à l'heure, il faut aussi parler de librairie, enfin de code même brut qu'on va intégrer dans un système d'information. Si on revient sur le domaine de la cybersécurité, est-ce que c'est risqué ou pas d'intégrer ce code open source ? Il faut prendre en compte notre capacité en tant qu'organisation à analyser, à vraiment appréhender la complexité de ce code. C'est-à-dire qu'il y a un investissement très important de l'entreprise pour réellement savoir si est-ce que ce code a été poisonné, est-ce que ce code contient des backdoors, est-ce que ce code est neutre pour mon entité. Et d'ailleurs, si on imagine que chaque entreprise doit être capable de s'y conformer, on se dit finalement, est-ce que on n'est pas en train de répliquer dans les entreprises qui auront les moyens de le faire puisque ce sera totalement inaccessible aux plus petites structures, de cette capacité d'audit, de compréhension des solutions. Ce n'est pas forcément un problème de régulation, ça va être un problème de qui est capable de le faire. C'est une question de gestion de risque, parce que dans tous les cas, aucune entreprise au monde n'a toutes les compétences, toute la somme des compétences de tous les composants open source qu'elle utilise. Ça... Pour rebondir là-dessus, il y a toujours le sujet de l'agilité. En fait, c'est toujours un compromis entre vitesse de développement,
et ce qu'on intègre dedans. La plupart, en fait, quand on parle vraiment de code et de développement, aujourd'hui, vous prenez tous les langages ont des gestionnaires de paquets, des gestionnaires de dépendances qui permettent à un développeur, moyennant quelques commandes, d'intégrer des librairies de base pour commencer à construire son logiciel. Et APT, NPM, voilà, etc. Alors. Donc il y a toujours ce sujet-là, on ne va pas réinventer la roue et c'est une très bonne chose, hein, l'open source. Pour moi, de ce point de vue-là, l'open source permet d'augmenter la confiance et la sécurité globale du système en disant on a des briques de base et plutôt que chacun fasse sa propre implémentation de l'AES avec tout le risque que chaque personne sache la faire de façon différente, on va avoir une implémentation qui va être plus ou moins standard avec le gros défaut qu'on va retrouver sur un Log4j où voilà, s'il y a une faille, c'est un talon d'Achille qui est assez énorme. Mais ça permet d'avoir des briques de base qui sont relativement communes, etc. Et en fait, les entreprises vont chercher dans l'open source de l'agilité. Par contre, en fait, on se retrouve toujours, et je réinsiste là-dessus, sur le problème de cette agilité. Et ce que tu disais, Gabriel, était très intéressant à ce propos-là. C'est on va donner, l'open source va permettre d'équilibrer un budget, mais il faut aussi que l'entreprise soit capable à un moment de reverser cet argent qu'elle a gagné d'une façon ou d'une autre à l'open source pour pouvoir continuer de l'alimenter et pas qu'on se retrouve avec des stacks qui sont et des librairies qui sont entre guillemets perdues ou plus maintenues effectivement, ou plus maintenues et qui deviennent des vrais problèmes de sécurité. Oui, parce qu'effectivement on se retrouve avec des adhérences à des composants dont on ne peut pas se passer, mais qui sont plus développés. Et régulièrement dans la communauté, c'est le genre de choses qu'on entend, le développeur disant j'en ai marre de n'avoir que des contraintes à développer cet élément-là. Il a été très largement adopté. S'il refuse, s'il s'arrête, il faut que quelqu'un reprenne derrière. Donc ça crée cette contrainte. Je voulais juste revenir sur cette notion de brique, Pierre, que tu évoquais, c'est de se dire... Pour certaines solutions, on a pris des solutions de labellisation en disant ça c'est une solution de confiance, on a tout testé, c'est bon. Effectivement, ça pose la question du cycle de vie, ça ne dure pas éternellement. Mais de se dire effectivement, est-ce que dans l'open source, on peut espérer se dire on part vers des briques plus ou moins de confiance et est-ce que travailler le DevSecOps éduquer à ça, c'est pas un point clé aujourd'hui pour que les solutions open source soient plus pérennes. Ma question. Hein. Et donc au final, est-ce qu'aujourd'hui on dispose, ou qui sont surtout les personnes qui disposent des capacités, qu'elles soient intellectuelles ou techniques, pour pouvoir auditer l'open source, et est-ce que c'est réellement réaliste de mettre en place ce genre de choses ? Aujourd'hui, ce qu'on dirait, c'est que le principe de l'open source, c'est que tout le monde peut l'auditer. Après, les capacités qu'on peut avoir, c'est un développeur est censé être capable de l'auditer. Le défaut de la qualité de l'open source, c'est que finalement, peut-être que quand on fait de la conception logicielle, etc., on va avoir tout un schéma de pensée qui va dire on va commencer par une spec fonctionnelle qu'on va décliner en spec technique et qu'on va amener à la création d'un code. Des fois, de l'open source va être plutôt géré par du technique qui a envie de développer quelque chose de technique ou qui va développer une librairie qui va être intéressante comme brique de base à d'autres systèmes. Et après, est-ce que tout le monde est capable d'auditer du code open source? On revient à ce sujet. Et est-ce qu'on a le temps et les moyens financiers? Parce que ça vient aussi là-dessus. C'est lire du code, faire du reverse engineering, on va dire, ça fait partie quelque part des métiers de base de la cybersécurité quand on veut comprendre comment fonctionne telle ou telle menace, tel ou tel incident de sécurité qui est apparu sur un système ou un autre. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé, la menace. Finalement, là, c'est presque du rétro-engineering facilité parce qu'on a le code source direct avec le code, avec les commentaires qui vont bien, les noms de variables qui sont logiques, etc., et pas décompilés mal. Donc, c'est très intéressant. Après, la question, c'est est-ce qu'on a les moyens techniques et financiers de le faire? Ce sera probablement plus lisible que certains codes propriétaires. Ça, c'est... Et du coup, comment les entreprises aujourd'hui contribuent-elles à l'open source et est-ce que justement c'est à la hauteur des investissements qu'elles mettent en place, le retour de ces contributions? Leur contribution, elle est à différents niveaux. C'est-à-dire que dans la plupart des entreprises, on a un groupe de personnes qui participent à la communauté, qui publient du code. Après,
c'est parfois fait sur leur temps libre, parfois c'est encadré par l'entreprise qui va tolérer qu'une partie de ses salariés va consommer du temps, prendre leur temps de travail pour contribuer à l'open source parce que c'est important pour la connaissance et la stabilité de l'infrastructure qu'ils produisent. Ceci dit, il n'y a pas encore de cadre vraiment juridique et social qui va décrire précisément ça. Il y a de plus en plus d'OSPO, des Open Source Project Office, je crois, qui sont déployés dans les entreprises, je ne sais pas si c'est caché, mais et qui vont justement apporter une aide, un accompagnement sur un cadre en tout cas, sur l'aspect juridique pour encadrer ce travail, sur l'aspect social et puis aussi sur l'aspect technologique. Donc ça, c'est une énorme contribution d'entreprise. Si on regarde qui sont les plus grands contributeurs sur GitHub, on retrouve évidemment tous les plus grands fabricants de logiciels au monde, les GAFAM en particulier, qui produisent une quantité de code ahurissante. 80% du code Linux, c'est eux maintenant. Donc ça, c'est une forme de rétribution. Après, il existe aussi d'autres façons de financer, de sponsoriser. Des entreprises financent la fondation Linux ou Apache. Certaines entreprises vont jusqu'à financer aussi des développeurs indépendants parfois. La question sur la hauteur des rétributions, il n'y a pas de cadre. Donc chacun fait ce qu'il veut. Puis il y a d'autres éléments qui interviennent aussi, c'est-à-dire que quand la technologie est particulièrement intéressante, on a aussi souvent dans la communauté open source des forks qui font qu'on passe de la solution gratuite, généraliste, ouverte à tout le monde, à des solutions plus pro. Et donc on va avoir des gens qui vont être rachetés, qui vont devenir des solutions du marché. Et on va avoir dans les entreprises aussi des choix pour se faire accompagner. Et à ce moment-là, les développeurs vont faire des développements qui seront au profit de l'entreprise pour ses usages et qui seront, en fonction du modèle de licence, repartagés intégralement ou uniquement partiellement. Mais très souvent, quand on construit un IT qui mêle de l'open source et des solutions propriétaires, l'open source qu'on déploie, on va aller vers une version que j'appellerais un peu plus premium, pour laquelle il y a un accompagnement et les développeurs vont être payés sur des outils comme ça. Si on prend une solution comme ELK, évidemment, tout le monde peut aller télécharger tout ce qu'il veut pour configurer son serveur ELK, utiliser son Kibana, etc. Mais quand ça devient industriel, ça devient un business. Et donc, j'aimerais relier un peu cette table ronde à une actualité qui est sortie récemment. Donc, comme on le sait tous, Elon Musk a racheté Twitter et a rendu, il y a à peine quelques semaines, l'algorithme de Twitter en open source. Alors, forcément, il y a ceux qui en étaient très contents, d'autres qui ne l'étaient pas. J'aimerais avoir votre avis. On va voir le code source de Twitter. Ça leur permet d'avoir une masse de développeurs qui vont travailler pour eux. Et puis, on peut espérer que c'est pour le bien de ce réseau social. Après, pour moi, c'est pour amener de la transparence et de l'ouverture sur comment fonctionnent les moteurs de recommandation. Sur les réseaux sociaux, il y a énormément de sujets sur comment fonctionnent les recommandations, même sur les recherches Google, que ce soit sur les recommandations YouTube, sur tout un tas de systèmes. Il y a une certaine opacité avérée, plus ou moins, avec des gens qui expliquent comment influencer les algorithmes de différentes façons. Et l'idée est par là, et peut-être de blanchir un petit peu Twitter en disant voilà, regardez le code et dites-nous ce qui est dessus. Et ce qui est très intéressant, ce qui est je pense, une bonne démarche. Après, l'intention derrière, je ne la connais pas, je ne me permettrai pas de la juger, mais pour moi, c'est une bonne démarche vis-à-vis d'un réseau social sur lequel il y a beaucoup de gens qui ont des doutes sur les intentions d'Elon Musk sur l'avenir de Twitter. Donc pour moi, c'est une très bonne démarche. Je pense que c'est tout autour de la manipulation, en fait. On est tous manipulés, tout un chacun. Hein. On reçoit tous les jours des emails de phishing ou des SMS de phishing, etc. Donc on est manipulé, on vit dans un monde de manipulé. Les réseaux sociaux ont été la cible aussi de beaucoup de questions autour de ça. Les élections présidentielles aux États-Unis ont été influencées par ça. Donc je pense que c'est plutôt une volonté de transparence, en fait, par Elon Musk et Twitter de dire, si quelqu'un veut voir la manière dont l'algorithme fonctionne, il y a manière de le faire.
je pense. D'accord. Donc finalement, c'est un petit peu en lien également avec la réputation et l'image qu'on renvoie. Je pense. Ce qui amène un peu à ma prochaine question. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'utilise pas l'open source comme finalement une publicité marketing? Et si oui, est-ce que celle-là est problématique, Jérôme? Oui, bien sûr. Évidemment que c'est un affichage marketing un peu l'open source. Ça permet d'abord d'accéder à des marchés qui seraient fermés sinon. Et puis, on a vu des géants de l'informatique devenir assez rapidement des acteurs majeurs de l'open source, avec une très belle réussite. Quand on produit de l'open source, on attire des talents, on attire des développeurs qui ont envie de participer à cette aventure, qui ne seraient pas forcément allés travailler chez Oracle, chez Microsoft, puisqu'on parle d'eux. Donc oui, et bien sûr, c'est une façon d'attirer des talents, c'est une façon de produire aussi une valeur qui est différente, qui va être perçue différemment. Quand on voit l'importance qu'a pris désormais Microsoft dans le domaine du développement, c'est quelque chose qu'ils n'auraient certainement jamais pu faire s'ils avaient conservé un écosystème Visual Studio complètement fermé. Maintenant, tout est ouvert, .NET est ouvert, et ça leur a permis d'attirer beaucoup de talents potentiels et sans doute beaucoup de clients. Pour rebondir dessus, il y a une vraie guerre aujourd'hui. Au-delà de la guerre de l'open source, il y a la guerre des langages de programmation qui est sous-jacente à l'open source. Et Microsoft ou d'autres, en rendant public leur langage, que ce soit Apple avec Swift, Google avec les différents langages qu'ils ont, Go ou autres. Et il y a une guerre en fait de positionnement des langages. On passe d'anciens langages qu'on a pu être tous, peut-être autour de cette table, apprendre à l'école, que ce soit C, C++, Java, etc. Turbo Pascal. Oui, Turbo Pascal. ou des choses un peu plus récentes, etc. On va arriver sur des langages comme Rust, Python, qui sont un petit peu les langages d'aujourd'hui. Swift pour tout ce qui va être développement d'applications, pour tout ce qui va être environnement Apple, etc. Et du coup, il y a cette guerre de langage où, en mettant en open source, Microsoft, en fait, les langages .NET, ceux qui sont potentiellement le C# est potentiellement un très bon langage, pour ceux qui ont déjà développé en C#, mais qui, avant l'open source, souffraient de cette fermeture et du fait que si je ne payais pas une licence, je n'avais pas d'exposition, je pouvais le faire tourner que sur un PC sous Windows. C'est du soft power, en fait. C'est du soft power, c'est exactement ça. C'est du soft power, et effectivement, l'open source restant quand même extrêmement vaste, c'est un terrain de jeu, c'est un terrain de chasse, c'est une zone d'influence, parce que ça s'y prête tout particulièrement. Et si on refait le lien avec la question précédente, pourquoi est-ce qu'Elon Musk partage son algorithme? Il gagne en réputation, et s'il y a quelque chose qui doit être amélioré dans l'algorithme, il en bénéficiera. Il prend pas forcément beaucoup de risques, mais effectivement, les langages qui s'imposent favorisent les acteurs qui en sont les promoteurs. Et il y a tout un marché qui se crée autour de ça, sur savoir quels sont il y a des sociétés qui sont spécialisées dans l'open source, dans l'intégration de solutions open source, qui se font fortes d'expliquer quels sont les projets qui, entre guillemets, ont de la pérennité, sur lesquels on peut s'appuyer pour construire des stacks technologiques, et quels sont les sujets. Alors c'est basé sur pas mal d'algorithmes, que ce soit des algorithmes, le nombre de commits, le nombre de personnes qui suivent des projets sur des plateformes diverses, ou le nombre de versions, etc., le nombre de forks. On revient aussi sur le problème des forks. Et on revient aussi sur le problème de la communauté de l'open source, c'est que l'open source, c'est quelque chose effectivement où tout le monde peut contribuer. C'est potentiellement des milliards de personnes sur Terre qui peuvent contribuer à cette communauté, et se pose aussi après le problème de la division de l'effort, et de se dire est-ce que je ne suis pas d'accord avec telle direction qu'a pris le projet, et on se retrouve aussi avec des segmentations qui rendent des fois des projets open source un petit peu difficiles à suivre. Il y a plein d'exemples, avec des entreprises aussi qui vont mettre la main sur l'open source. Oracle a beaucoup sévi dans le domaine il y a quelques années avec MySQL, qui a fait pas mal de forks derrière, OpenOffice, qui a fait des forks au travers de LibreOffice, etc. Et à chaque fois, c'est du soft power, c'est du marketing derrière, de savoir je veux être open source, mais je veux ramener des choses qui sont dans mon giron. C'est même une bouée de sauvetage, voire un changement radical. Quand on pense à IBM avant et après Red Hat, c'est très impressionnant. Le changement opéré, il est bien plus important encore que celui de Microsoft.
Mais là-dessus, sur Red Hat, il y a un sujet qui est très compliqué. C'est des fois des open source qui vont quand même faire très mal au logiciel de base. Red Hat, c'est une solution dont tout le code de compilation open source, il y avait un très beau projet qui s'appelait CentOS, qui permettait de faire du Red Hat quasiment équivalent à peu de frais. Et il y a des gens qui ont peut-être un petit peu trop joué avec le border du sujet en disant je vais prendre une ou deux licences Red Hat et déployer mes 800 serveurs en CentOS. Et du coup, finalement, le modèle de financement de cette communauté open source, de ces différents sujets, et tout ce qui va autour du maintien de sécurité, parce que quand on achète une licence Red Hat, on paye finalement des développeurs pour faire en sorte que les packages qu'on va chercher, qui sont des packages compilés, soient au niveau de sécurité attendu. Il y avait plus cette espèce de contrat moral qui avait été mis en place. C'est intéressant parce que le terme qui est revenu depuis tout à l'heure, c'est celui du soft power. J'avais posé au début de la table ronde de savoir finalement quelle était la part, en tout cas comment pesait l'open source dans le numérique au niveau mondial. Et donc là, ma seconde question, au vu de ce que vous venez de me répondre, c'est quelle est la part de la contribution de la France à l'open source au niveau mondial? Alors, je ne sais pas si on sait l'estimer, c'est une très vaste question. On est bon. C'est compliqué. Si on regarde la liste des committers GitHub, des principaux committers GitHub en tant qu'organisation, je crois qu'on n'est pas super. Il me semble que le premier committer français en tant qu'organisation, c'est Orange, qui doit être dans le top 100, ce qui est quand même pas mal. On a aussi la Société Générale qui est dans les 250e, quelque chose comme ça. Enfin, nul doute que les entreprises françaises contribuent comme toutes les autres, j'ai aucun doute là-dessus. On en revient au sujet de comment mesurer cette contribution, parce que peut-être qu'il y a énormément de contributeurs dans des grandes entreprises françaises, simplement qui contribuent en leur nom, personnellement, et pas au nom de l'entité pour laquelle ils travaillent. Donc ça reste difficile à mesurer, je pense pas qu'il faille se fier entièrement aux stats des commits GitHub. Quand on parle d'open source, forcément, on parle de communauté. Mais alors, comment aujourd'hui on peut construire ou travailler dans une communauté autour d'un projet? Quels sont les outils qu'on peut utiliser, Jérôme? C'est un vaste sujet. Il faut distinguer ceux qui ont l'utilisation commerciale de l'open source, les éditeurs qui produisent, qui vendent des produits qui sont open source, et puis ceux qui committent dans leur coin pour leur propre projet. Pour les premiers, c'est simple, il faut intégrer la notion de marketing. Il faut aller rencontrer sa communauté et puis promouvoir sa valeur. C'est-à-dire qu'il faut utiliser toutes les bonnes ficelles de marketing. Il faut aller aux événements, il faut participer à des forums, il faut être présent sur des communautés techniques, Stack Overflow, Dev2, il faut faire du Reddit, etc. Il faut travailler avec des influenceurs pour faire connaître ce qu'on fait. L'idée, c'est de faire connaître le travail qu'on effectue de manière à attirer des développeurs qui vont contribuer et lancer une machine qui va produire de la contribution et qui va donc assister l'équipe en charge. Pour quelqu'un qui produit une lib ou un soft, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut se faire connaître. Alors là, pour le coup, c'est très très difficile d'arriver à percer. Il y a un système d'étoiles sur GitHub qui permet de récompenser, de gratifier des développements de qualité, mais ça passe aussi par se faire connaître sur à peu près les mêmes forums, sans avoir les mêmes sites de rencontres des développeurs, sans avoir les moyens pour le faire. Donc c'est très très difficile pour une personne seule qui produit du code de se faire connaître. Il y a pas mal de sujets là-dessus, autour de ça. C'est sur la partie contribution. Certains diront, aujourd'hui tout le monde parle anglais, mais il y a cette barrière de la langue. Souvent, l'open source, c'est quand même des logiciels qui sont principalement documentés, gérés en anglais, des communautés qui sont gérées en langue anglaise, ce qui n'est pas censé être un problème, mais qui peut l'être pour certains contributeurs. Et après, c'est tout un tas d'outils, de systèmes, de canaux. Tout ne se fait pas forcément sur GitHub, même s'il y a aujourd'hui une focalisation qui s'est faite au fur et à mesure des années sur GitHub. Il y a pas mal de choses là-dessus. Donc effectivement, il y a le côté de la communauté qui est animée par soit des entreprises privées, soit des fondations. On revient sur la Free Software Foundation, la fondation Apache, la fondation Linux, qui sont chargés de contribuer de gérer un certain nombre d'outils.
Dans le monde, on va dire, il n'y a pas 15 milliards de serveurs web qui existent. Il y a Apache, il y a Nginx, il y en a quelques autres. On ne va pas tous les citer, mais c'est quand même les principaux sur le marché qui sont gérés par ces différentes fondations et qui vont mettre en place tout un système. Alors, il y a tout un système communautaire, c'est assez intéressant à regarder. C'est presque un système politique qui se met en place dans les fondations, pour chaque projet, que ce soit des projets, que ce soit de distribution Linux. Il y a des comités avec des reviewers, des personnes qui sont en charge de gérer la communauté, de gérer les contributions. Il y a presque tout, comme dans une entreprise, on va aller l'équipe de développement à l'équipe qui va regarder un petit peu le besoin, l'analyse du besoin, d'équipes qui vont faire du QA, des gens qui vont s'occuper des traductions, etc. Effectivement, l'intérêt de l'open source, c'est qu'on n'est pas obligé. Il n'y a pas que des développeurs qui peuvent contribuer, on peut avoir pas mal de gens qui vont contribuer sur le sujet. Le souci, c'est de trouver la communauté dans laquelle on est à l'aise et laquelle on peut travailler. Et l'autre sujet, c'est que quand on est sur de la contribution, ce n'est pas forcément quelque chose qui est à temps plein. Donc il y a des cas dans les entreprises où on va donner du temps à des équipes parce qu'on y trouve un intérêt. Si aujourd'hui un Google fait autant de commits sur les noyaux Linux, c'est qu'ils y ont un intérêt derrière. Google utilise énormément Linux dans ses serveurs, dans ses téléphones, etc. Et il y a beaucoup de sujets autour de ça. Il y a de la philanthropie d'un côté, mais il y a aussi du côté commercial et qu'on a besoin de cette communauté pour faire avancer le tout. Mais c'est un élan formidable, la communauté, pour une entreprise. Pour n'importe quel comité open source, c'est un élan formidable parce que ce ne sont que des gens qui sont prêts à consacrer du temps et des efforts pour améliorer le système. C'est extrêmement positif, extrêmement valorisant de savoir qu'on a une communauté de centaines de milliers de personnes qui nous soutient. Et c'est vrai que c'est pour une entreprise, c'est excessivement pratique parce que ça permet d'identifier les personnes les plus motivées. Et là, c'est un intérêt marketing fort pour être capable de le recruter ensuite. Vous parlez là d'améliorer le système, en fait, c'est les termes employés. Je pense que, en tant que tous étant dans la communauté de la cybersécurité, aujourd'hui, il ne faut pas se tromper d'ennemi, en fait. L'acteur malveillant, l'assaillant, il est vraiment un ennemi, il innove. Mais pour nous, en fait, en tant que défenseurs, c'est de réduire au maximum, en fait, ce temps qu'on peut pour détecter, pour bloquer, pour remédier, pour contenir une attaque. Et en fait, l'open source est une des réponses pour aller justement vite en permettant d'augmenter la posture de sécurité en fait, des organisations. Donc je pense que c'est très important. Donc je dirais que l'animation aussi de la communauté, elle se fait assez presque naturellement pour la bonne cause en fait. Alors, oui, la cybersécurité, les gens qui font du blue, qui se défendent, ont un sens de communauté et sont extrêmement solidaires. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est d'ailleurs, et ça dépasse les barrières des entreprises, puisque quand une attaque se passe, le partage d'informations est quasi immédiat. Dès qu'on trouve des IOC, on les partage. Tout ça, ça fonctionne très bien. Mais le paradoxe, c'est qu'en dépit de toutes ces bonnes volontés, de tous ces partages, la défense, c'est pas une défense, c'est pas un modèle, c'est des milliers de modèles, c'est des milliers d'approches différentes. Et c'est difficile de les réconcilier. Donc, c'est une source de créativité, mais ce n'est pas une source d'interopérabilité. Donc, on n'a pas cette organisation méthodique des attaquants. Les attaquants sont malheureusement extrêmement cyniques et pragmatiques. Dès que ça marche, ils s'en servent, ils l'industrialisent. Ils répliquent souvent les mêmes modes d'attaque pour passer à l'échelle. Et si ça ne marche pas sur les gros, ils vont attaquer les moyens. Si ça ne marche pas sur les moyens, ils vont attaquer les petits parce que le cybercrime paye. Mais la vraie difficulté, c'est comment structurer et comment tendre finalement, est-ce que ce n'est pas antinomique, dans l'open source, à des espèces de standards qui seraient aussi adaptés à une défense prête à porter, aux attaques prêtes à porter dont on est victime. Après, la communauté open source a fait montre de réactivité excessive. Le principal problème, c'est le déploiement des correctifs. Oui. Ce n'est pas tant la création du correctif lui-même. Et c'est la manière dont on se défend. Ouais. Ouais. Parce que, aussi, on parlait de plateformes de partage communautaire, GitHub et autres.
comment aller tester le fait que il n'y a pas une backdoor, il n'y a pas un malware qui est dans le package que je télécharge dans mon application. Et là, il y a vraiment un vrai sujet. Et le vrai sujet, il est... on en parle beaucoup aujourd'hui de l'IA. Est-ce que l'IA va pouvoir nous aider à aller... Ça dépend si une open source ou pas. On a connu SolarWinds. Hein. Voilà, la supply chain, les attaques supply chain. Parce Les attaques- mais là, il y avait quand même une beauté extraordinaire au truc. C'est que c'était certifié, tamponné, labellisé, ça venait du bon endroit, ça venait d'une zone de confiance. Et, La backdoor était là. Et c'était infecté pour autant. Et quand ça passait dans les solutions de sécurité, comme les marqueurs de sécurité qui étaient lus par les outils, disaient non, mais ça c'est légitime, laissez-le passer. Quoi. Je veux dire, Donc, il y a un sujet derrière. oui. On comprend donc que finalement, il y a énormément de travail qui est fait derrière les contributeurs. Il y a une hiérarchie, une organisation, du temps qui sont alloués. Et donc, auquel cas, comment les développeurs open source aujourd'hui peuvent-ils gagner leur vie et quel est le lien ou les process qui peuvent être mis en place dans des entreprises? Alors, s'ils sont individuels, je ne pense pas qu'ils puissent gagner leur vie. Je ne crois pas que quelqu'un puisse vivre. Il n'y a pas de statut, de modèle de rétribution pour les open source. Avec un peu de chance, un très bon développeur va pouvoir obtenir des financements sous forme de sponsoring, etc. Mais on ne vit pas de ça. Et les sponsoring, du coup, c'est des entreprises qui sponsorisent des développeurs qui Parfois peuvent les contribuer. individus, parfois les gens, si on utilise un open source qui nous plaît, on peut très bien contribuer via un Patreon, il y a plein de façons de contribuer, mais on n'en fait pas un métier, enfin, c'est très très compliqué de vivre de ça. On le voit, de toute façon, typiquement, qui n'a jamais été sur Wikipédia et a vu le petit bandeau en Qui a haut jamais lu Wikipédia? Qui a payé? Et qui a payé? Enfin voilà, c'est toujours la même chose. On revient sur la problématique du financement de l'open source. Ces développeurs, même en étant dans des entreprises qui sont très favorables à l'open source et qui voudraient contribuer, vont vouloir quand même, on revient sur la problématique du soft power, vont vouloir que ces contributions soient taguées au nom de l'entreprise et pas forcément au nom du développeur, de manière à, elles, augmenter leur empreinte sur l'open source en disant, voilà, moi je contribue, je mets de l'argent qui va dessus. Donc en fait, est-ce que le développeur individuel, et là je vais rejoindre ce que disait Jérôme, le développeur individuel sur l'open source, ça semble un petit peu difficile. Après, une entreprise qui utilise des stacks open source sur ces différents sujets, oui, elle peut, entre guillemets, financer une escouade de développeurs pour améliorer ces logiciels open source, en tout cas des logiciels open source qu'elle utilise comme stack technologique. Alors, en t'écoutant, Pierre, je me disais, il y a peut-être une réponse à chercher du côté de l'ESR ou la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, parce que tout se gouverne. Tout se gouverne, la multiplication des réglementations, on sait l'impact et le poids que ça a. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir où se place la cybersécurité dans la partie RSE. Et ça rentre dans la partie éthique. La notation d'une entreprise, la cybersécurité, c'est de l'éthique. Et donc la question, c'est de se dire, est-ce que dans l'IT, autour du green IT, autour de la durée de vie des matériels, autour de la manière dont on va gérer notre informatique, eh bien, il n'y a pas un équivalent de taxe professionnelle au ratio d'open source qu'on utiliserait qui pourrait être... C'est compliqué d'appliquer une taxe carbone open source parce que pas l'équivalent. Parce qu'en fait, même si une entité utilise 80 ou 90%, je crois, d'open source dans chaque logiciel sous fondation Linux, ça ne représente pas forcément 80-90% de la valeur. Non. C'est-à-dire qu'un e-commerce n'est pas un serveur web gratuit sur un OS gratuit avec un CMS gratuit. Ce qui fait la valeur d'un e-commerce, c'est son rapport avec ses utilisateurs, avec ses clients, la façon dont il promeut ses produits, etc. Donc il faut mettre ça sur avoir une notion de valeur. Et c'est compliqué pour l'entreprise d'arriver à placer un indicateur sur la valeur de l'open source. Et donc un investissement. Parce que derrière, il y a un retour sur investissement, c'est relativement compliqué d'estimer ça. Je pense que c'est peut-être pas... Enfin, je ne voudrais pas passer pour trop français, c'est-à-dire avoir cette capacité à inventer un impôt ou une taxe. Attention. On pourrait, taxe open source sur le nombre de contributions. Non, mais je veux dire, c'est que je pense qu'il y a quand même un fondement d'éthique important sur la question et que c'est la notion de la rétribution
par rapport à la valeur, elle est très difficile, elle est insoluble. Alors si on repose que sur l'éthique, on est mal. Hein. Non, il va falloir l'objectiver, mais je pense qu'il y a même une micro-contribution nourrirait davantage la communauté et que le sujet, c'est pas de transformer le désert en oasis, c'est juste. Non mais raisonnablement, le domaine financier qui repose essentiellement sur l'IT en 2023, la finance ce n'est que de l'IT, ce n'est plus que de l'IT, et qui fait des bénéfices relativement confortables, devrait être capable de les mesurer et de rétribuer les contributeurs open source, parce que c'est aussi une notion de risque. Enfin, on revient au domaine de la sécurité. Au final, leur métier de base repose sur des composants. On est obligé de dire au tout début de cette table ronde que l'open source n'est pas gratuit, un lieu commun, mais repose sur des composants qu'ils n'ont généralement pas payés. Donc la moindre des choses, ce serait que pour qu'ils puissent continuer à faire leur travail en toute sérénité, qu'ils soient capables, et pour s'assurer et garantir le niveau de sécurité des outils qu'ils emploient, qu'ils soient capables un minimum de financer ceux qui les font. On revient toujours sur le sujet, c'est la sécurité, c'est quelque chose qui, avant la cybersécurité, c'est quelque chose qui coûte de l'argent et qui normalement n'en rapporte pas. Puisque c'est ROI de la sécurité. Enfin, on va pas rentrer dans le débat du ROI de la sécurité, il nous faudrait une heure de plus. Ça coûte cher. Mais grosso modo, c'est comme une police d'assurance, on espère que ça nous permet de nous protéger contre quelque chose. La même façon, en fait, cet open source, pour moi, la contribution de l'open source rentre dans, entre guillemets, cette gestion de la sécurité. Je gère mon risque cyber. J'ajoute, et on revient dans la partie éthique, etc., j'ai des systèmes qui sont basés sur Linux, mes serveurs, où j'ai des frontaux qui sont basés sur un certain nombre de technologies, Apache ou autres. J'utilise des outils CrowdSec, peu importe, ou des outils de sécurité qui vont me permettre le LK pour collecter mes logs, syslog, etc. etc. Tous ces projets, il faut bien qu'ils soient financés et ils sont dans mon système de sécurité. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Gabriel, j'ai ma stack, d'un côté je vais avoir mon Splunk et puis après je vais le connecter à un outil peut-être plus simple pour faire des dashboards qui sont plus jolis ou parce que j'ai pas envie de payer autant de licences que j'en ai besoin, ou je vais trouver des solutions pour faire un certain nombre d'ETL, de formation de données là-dessus. Effectivement, il faut que je trouve un moyen de contribuer à l'open source. Et l'impôt, oui, l'impôt ou la taxe, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais Appelons ça une contribution plutôt, parce que en fait, le sujet n'est pas tellement... Enfin, créer un impôt ou une taxe, c'est assez facile. Visiblement, on doit pouvoir trouver des gens capables de le faire, je n'ai pas de doute. J'ai pas de doute sur le sujet. Il faut que tout le monde le fasse, c'est ça le Mais problème. la notion de contribution, je reste optimiste quand je vois la manière dont la société essaie de se structurer autour de nouvelles valeurs. C'est-à-dire que la notion d'entreprise à mission commence à se développer. La RSE, c'est devenu un objet d'évaluation de la performance interne et externe de l'entreprise. La manière dont les entreprises sont perçues par les clients des générations contemporaines, c'est qui elles sont, comment elles le font. Alors ça touchera peut-être pas le marché de masse, mais est-ce qu'on a besoin plus que de ces contributions qui permettent de nourrir? À minima, on peut faire un cercle vertueux. C'est-à-dire que si on part du principe qu'une entreprise recrute, si elle produit de l'open source ou elle participe à la communauté, elle recrute plus facilement, ce qui veut dire qu'à peu près tout le monde est dans ce schéma. Donc, si on donne aux entreprises le moyen de rétribuer correctement les développeurs ou leur attribuer du temps pour qu'ils puissent committer, ça serait déjà une énorme contribution. Et là, on crée un vrai cercle vertueux qui irait vers la maîtrise des produits. Mais juste, je finis là-dessus, c'est qu'il y a des entreprises qui le font. Que ce soit des fondations ou Red Hat est une entreprise. Et il y a des entreprises qui fonctionnent. On va en donner une qui juste est là pour cette table ronde, c'est CrowdSec. On est sur un modèle qui est avec une partie open source et une entreprise qui réussit à fonctionner derrière. Donc ça fait partie des sujets aussi où on peut créer des solutions commerciales et financer quelque part des développements à partir de sociétés en disant on a un système, pas à deux vitesses, mais un système avec un produit,
des choses qui sont d'un côté open source et de l'autre côté un pendant commercial qui permet de faire fonctionner un certain nombre de systèmes. SourceFire était ça aussi. Oui, non, mais voilà. SourceFire était ça. Alors nous arrivons à la fin de la table ronde. Il nous reste une question et puis on va passer aux questions du public. On en a eu beaucoup, mais on va devoir les sélectionner. Donc la dernière question que moi je voulais vous demander, c'est GitHub a racheté Microsoft à 7,5 milliards de dollars. L'inverse. Exactement. Ils ont fait une bonne affaire. Hein. Exactement. Donc en 2018, ma question était de savoir qu'est-ce que ça en dit sur la valorisation financière de l'open source. Et surtout, à l'époque, donc il y a eu des personnes qui ont pensé que c'était une atteinte à l'idéal cyberlibéraire. Et donc la question était de savoir, aujourd'hui avec du recul, est-ce que c'était justifié ou pas du tout ? Pour répondre à la question, pour moi, Microsoft qui rachète GitHub, c'est deux sujets. On revient sur la problématique du soft power. Microsoft a pris un virage, on va dire, depuis une petite dizaine d'années pour aller vers plus d'open source et je vais peut-être utiliser un terme un peu fort, hein, mais pour blanchir son image après avoir des années de code complètement fermé, complètement propriétaire, de solutions propriétaires, a vu l'intérêt d'être capable de s'ouvrir, de s'interconnecter, de mettre un certain nombre de choses, et du coup met en place une stratégie là-dessus pour intégrer la communauté open source d'une façon ou d'une autre. Le rachat de GitHub, pour moi, est encore quelque chose de très intéressant de la part de Microsoft. C'est on va dire, une position qui est plutôt intéressante. Mais aujourd'hui, est-ce que ça a changé la façon dont GitHub fonctionne ? Concrètement, non. Est-ce que ça a changé le nombre de projets qui étaient sur GitHub ? Concrètement, non. Après, effectivement, il y a toujours, on va dire, quelques ayatollahs, quelques communautés qui se sont dit, on va faire notre propre serveur de notre côté, et qui, au bout d'un certain temps, sont revenus sur GitHub. En fait, c'est à la fois un événement et un non-événement. Microsoft, par là, affirme sa volonté d'aller vers l'open source et d'aller de plus en plus vers du collaboratif, de l'ouverture de mettre en place, de donner son code, etc. Et de l'autre côté, les communautés ont continué d'utiliser GitHub comme elles l'utilisaient avant, parce que finalement, c'est une solution de marché, c'est une solution qui est pratique. Donc, ça n'a pas changé la face du monde pour moi. D'accord. Non, ça, une société américaine qui rachète une autre société américaine, toujours soumise au même Patriot Act, donc ça ne change rien du point de vue politique. Et GitHub n'a jamais autant de succès qu'en ce moment. Rien n'est ralenti, donc il n'y a pas de raison que ça change quoi que ce soit. Et on peut noter juste l'émergence en réponse de Gitee en Chine, qui s'est constituée pour permettre à les développeurs chinois de répliquer le modèle de GitHub. On verra ce qu'il y en a à dire. Parfait. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de passer aux questions du public. Donc, comme je vous le disais, on en a eu plusieurs, mais on va devoir en sélectionner. La première question, l'open source venant de Russie doit-il être systématiquement écarté compte tenu du conflit et de la cyberguerre en cours ? Ça commence fort. Après, là-dessus, on revient sur le sujet. Un contributeur qui soit en France, en Russie ou peu importe, en fait, il contribue à une solution open source, il contribue à un modèle global, à des solutions globales. Après, si effectivement, mais normalement, dans une communauté open source, il y a des reviewers, des contributeurs, si effectivement, on base toute sa stack sur du code venant de Russie qui sont vérifiés, etc., et dans le contexte actuel, on peut avoir potentiellement, même pas plus qu'avant, des doutes. Hein. Si je prends quelque chose, que ça vienne même juste de mon voisin, ou d'un autre sans vérifier ce qui est dedans, oui, je m'expose à un risque. Et le risque, il n'est pas plus pour moi que d'un contributeur russe que d'ailleurs. Hein. Le code ne fait pas de politique. Oui, c'est ça. Alors, autre question, mais avec un commentaire au départ. Postware, contradiction de protest et software, que se rassemblent les initiatives de développeurs open source qui entendent protester contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie en utilisant leurs projets open source. Cela pose la question demain si les développeurs russes publient ou contribuent de manière malveillante sur des projets open source. Comment se prémunir de cet aspect politique qui menace directement la cybersécurité des entreprises qui utiliseraient ces logiciels open source ? Ça reprend un petit peu la question d'avant. Oui, je pense qu'on en a parlé. Enfin, c'est toute la question autour de tester la résilience, la robustesse en fait du code open source, l'audit. Mais pour moi, la question, elle est aussi, est-ce que l'humain est capable de le faire ? Moi, j'ai vraiment de gros doutes, quoi. C'est un appel au marché, c'est-à-dire
lorsque le risque sera réellement considérable, on aura une solution de marché pour étudier ça. Je pense que ça ne frappera pas tout le monde de la même manière. Ceux qui ont un minimum de moyens et de capacités peuvent se protéger, ça c'est malheureux à dire, mais on va trouver des solutions, on trouvera des éditeurs. Le vrai risque, c'est pour les gens qui, aujourd'hui, construisent à 90% ou 95% leur système sur des choses qui sont pour eux gratuites, mais qui sont les seules qui leur permettent de soutenir leur business model. Donc oui, on va avoir des adhérences et peut-être qu'on va les avoir avec de bonnes ou de mauvaises intentions, mais je ne pense pas que ce soit vraiment un problème géopolitique. Oui, on n'a pas attendu l'intervention russe pour avoir des agressions vis-à-vis des communautés open source. Il y a constamment, l'ensemble des projets open source sont constamment soumis à des agressions, quelles qu'elles soient, des concurrents, d'organisations diverses et variées. Ce n'est qu'un événement de plus, du point de vue, encore une fois, de la communauté open source. Alors, dernière question. Malheureusement, on ne peut pas toutes les prendre. Alors, quid de l'implication des États à l'open source? Est-ce un enjeu d'influence pour la Chine, notamment, qui contribue de plus en plus? Évidemment. C'est comme on parlait de software pour les entreprises, software, il se transfère aux États. Si même la France fait de plus en plus d'implications dans l'open source, demande même que des contributions dans les projets qui peuvent être faits soient reversés à l'open source, parce qu'il y a une part d'open source qui peut être obligatoire dans certains marchés publics maintenant. Ça fait partie du soft power, c'est de vouloir remonter sur les sujets. Et la Chine n'est pas plus mauvaise qu'un autre État là-dessus. Ça fait partie de la bibliothèque commune, ça fait partie des choses qui sont communes à l'humanité. L'open source, c'est avant tout un idéal sur la gestion qui a été créé sur la gestion du code qui date de plusieurs... c'est pas quelque chose qui est récent, c'est pas une lubie qui date d'hier, l'open source. Donc, qui a été une réaction à un certain nombre de choses dans les années... il y a quelques années déjà, 70-80, c'est comme ça. Il y a l'Internet, etc., permet de publier un petit peu plus tout ça, etc. Mais avant même, il y avait du hacking et ce genre de choses qu'on appelle le vrai hacking à l'époque. Et l'open source entre guillemets, ne va pas avoir d'adhérence à tout ça. C'est un cauchemar d'imaginer, et là je renvoie l'excellent rapport d'Alice Panier sur ce sujet, c'est un cauchemar d'imaginer qu'on va avoir un monde bipolaire avec Gitee d'un côté et GitHub de l'autre, pourquoi pas un Internet chinois, un Internet américain en face. C'est un cauchemar. On brise complètement l'idéal original. Chaque pays va se refermer sur lui-même, avoir son propre repo de code et son propre Internet. C'est effrayant. La régionalisation d'Internet, elle est largement lancée. Oui, la réalité en fait. Dire la fragmentation entre zones régionales sur Internet, elle se met largement en place et elle est déjà observable. Et effectivement, peut-être que les langages vont évoluer, peut-être que les technologies vont évoluer. Celui qui développera le plus créera sans doute les technologies de demain. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait ces investissements des États dans ce domaine. Mais c'est le principe de base du soft power. Le soft power, c'est atteindre des objectifs par des moyens non violents qui ont un impact culturel, qui vont embarquer les gens. Et c'est bien comme ça que ça fonctionne. Donc, tous les acteurs qui ont des ambitions plus ou moins hégémoniques ou souveraines sont contraints d'intervenir dans ce domaine. Très bien. Écoutez, nous arrivons à la fin de cette table ronde. Merci beaucoup pour vos témoignages, vos retours d'expérience. Merci également au public qui nous a suivis à distance. Donc, cette émission est en partenariat avec Crowdsec. Et puis, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous avons d'autres épisodes qui arrivent. Merci.